Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, ensemble, on va voir comment faire la transformation digitale de son entreprise. Alors là, on va parler vraiment de la transformation digitale, mais je vous dirais qu'en fait, que ce principe-là peut être repris aussi lorsqu'on fait une transformation de culture d'entreprise. Par exemple, si vous voulez mettre en place une culture client, une démarche expérience client dans votre entreprise, eh ben, ça sera exactement le même principe, parce que c'est toujours les mêmes leviers qu'il faut actionner pour changer la culture d'entreprise. Donc là, en fait, on va parler de 5 péchés mortels qui vont freiner la transformation digitale d'une entreprise ou transformation numérique. Et en fait, justement, ce qu'il faut faire. Parce que c'est vrai que s'il y a une seule chose vraiment dans tout cette pagaille, ce fouillis du Covid-19, c'est que ça a en fait permis de remettre en cause en fait des acquis et se dire que tout ce qui s'est passé au niveau du web, du digital depuis des années, que finalement, ces outils, ces méthodes pouvaient et devaient être appliquées à d'autres secteurs qui se sentaient un petit peu mis à l'écart. On peut parler de la restauration qui était traditionnellement, ben voilà, j'ai un emplacement, je fais une clientèle de passage, etc. et qui a vu émerger de nouveaux business avec la livraison. Je donnerai l'exemple par exemple de Frishti qui est pour moi un bon exemple d'entreprise qui livre sur le web avec une expérience client qui est vraiment intéressante. On voit bien qu'il y a même certaines entreprises qui ont dû revoir totalement leur business model parce qu'un restaurateur qui veut digitaliser son activité, en fait, s'il va tout simplement vendre ses produits sur Uber Eats ou autre, Deliveroo, etc., en fait, on se rend compte que son business model tel qu'il est n'est pas adapté parce qu'il a des coûts de location d'un restaurant physique, il a son emplacement qui est très cher et qu'il a beaucoup de salariés, qu'il a des employés qui sont là pour faire la livraison, le service, etc., etc. Ce qui fait que, en fait, son business model qu'il est là, tel qu'il est, il doit le remettre en cause et le revoir. On voit par exemple ces restaurants qui sont en fait en banlieue et qui livrent en fait des plats faits pour la livraison, conçus pour la livraison et avec en fait parfois même plusieurs plats, c'est-à-dire que dans un même entre guillemets restaurant qui peut être sous différentes marques, on peut vendre à la fois des burgers, des burritos ou n'importe quoi. Donc en fait, on voit que ça fait émerger des nouveaux modèles et exposer en fait des situations qu'on pensait un petit peu figées. Donc voilà. Donc la transformation digitale, voilà, il faut savoir que c'est pas juste en fait justement utiliser des outils. Je vous parlais tout à l'heure du restaurateur. Le restaurateur, s'il se contentait en fait de créer un site web et puis d'aller vendre ses repas sur Uber Eats, ça serait un échec parce qu'il faudrait adapter totalement son business model et changer ses processus. Pareil, si un formateur physique se dit bah tiens avec la crise, ce que je vais faire c'est que je vais digitaliser mes formations et en fait je vais les vendre sur internet en fait il va aller vite dans le mur. Pourquoi? Parce qu'en fait autant en physique c'est beaucoup de relationnel, de bouche à oreille, etc., qui fonctionne bien. Autant sur le web, on a véritablement un problème de distribution. C'est-à-dire que ça va pas être très compliqué de créer une formation en ligne sur des sites comme Podia ou autres, mais le problème, ça va être de trouver des acheteurs parce que il n'y a pas la visibilité pour, et en fait, sans parler des méthodes de vente, parce que tout simplement, le prix d'une formation vidéo n'est pas du tout le même qu'une formation physique. Avec une formation physique, vous payez, allez, on va dire entre 500 et 800 euros par personne pour une journée de formation ou 2 jours de formation. En fait, et vous avez 10 personnes dans votre salle, voilà, vous faites vos 8 000 euros et vous avez votre marge parce que votre intervenant. Sur le web, quand vous voulez une formation à 100, 200, 250, 300 euros, c'est une autre paire de manches que de faire cette rentabilité. Il ne faut pas en vendre juste 3-4, mais il faut en vendre plus, ou alors il faut avoir une gamme de produits. Donc voilà. Donc pour vous aider en fait à faire cette transition vers cette transformation vers le digital, j'ai en fait noté vraiment cinq erreurs que je vois un peu trop souvent passer. La première, c'est pas avoir la vision stratégique, penser que les outils s'autosuffisent, ne pas mettre le client au centre, ça c'est important parce que faire du digital pour digital, ça sert à rien. Si ça ne génère pas du business, en fait, vous allez vite fait tomber contre un mur. Inclure l'humain, parce que le digital, c'est pas faire moins d'humain, au contraire, c'est faire de l'humain, mais différent, et le mettre vraiment au cœur également, que ce soit les hommes, que ce soit l'humanisation des process, etc., etc. Et ensuite, créer des moments de vérité. Je vous parlerai mon petit livre chouchou, qui, moi, est le must, qu'il est indispensable de lire, en plus de mon livre, Le Gros Hacking, bien entendu, afin de donner vraiment une expérience exceptionnelle à vos clients. Alors la première chose, en fait, je pense que c'est l'essentiel, c'est d'expliquer sa vision.
C'est vraiment important parce que, parfois quand on se dit: «Bah, tiens, on va faire une transformation digitale», le premier réflexe, c'est de dire: «Bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme logiciel qui vont simplifier les process?» Voilà. Mais, le problème, c'est que vous allez garder votre, ancien business model, vos bonnes vieilles habitudes et en fait, ça va pas marcher. En fait, je vous donne une anecdote qui est vraiment très simple, que j'avais eue il y a à peu près, une dizaine d'années que ça, lorsque je travaillais chez un gros éditeur, qui fonctionnait sur un mode classique. Il vendait une licence et puis il vendait un contrat de maintenance obligatoire, hein, qui était donc vendu chaque année. Donc les clients ne pouvaient pas arrêter d'utiliser le produit. Donc en fait, c'était un super business model parce que bah, on vendait une fois le produit et chaque année, le client devait payer une petite maintenance qui était, bon, encore une fois, pas de prix complet du logiciel, mais c'était quand même d'un montant relativement important pour avoir le droit d'utiliser son logiciel et avoir l'assistance et les nouvelles versions. Donc, c'était un mixte en fait entre la vente de licences classiques et puis le SaaS comme on le connaît actuel, c'est-à-dire vendre un logiciel en ligne. Le truc, c'est qu'en fait, nous, on l'a vu, les gens, en fait, ne voulaient plus, en fait, utiliser le business model traditionnel, vendre de logiciels pour ce maintenance, parce que bah, c'est cher, les gens ils sont habitués à avoir un produit qu'on utilise en ligne directement. Et en fait, bah, j'étais chargé de commercialiser un produit SaaS de CRM et qui se vendait uniquement sur un abonnement mensuel ou annuel. D'ailleurs, on a fait annuel pour recevoir un minimum de royalties pour faire vivre les distributeurs et nous-mêmes. Et en fait, quand on a commencé à vendre en fait ce produit-là, on a vu qu'il a fallu complètement reprendre de A à Z le business model et créer véritablement une entité à part. Parce que tout simplement, le business model était totalement différent. C'est-à-dire que le panier moyen était beaucoup plus faible. Au lieu d'avoir un produit où on touchait plusieurs milliers d'euros d'un coup, bah là, en fait, on était plutôt sur un prix à l'utilisateur et par mois, avec des gens en fait qui pouvaient résilier au bout d'un an, un produit que auparavant on s'en foutait un petit peu parce que de toute façon si le client utilisait pas, de toute façon il avait payé sa licence et puis voilà, généralement il payait sa maintenance derrière un petit peu par habitude. Là en fait il fallait vraiment avoir un excellent produit pour que les clients restent abonnés le plus longtemps possible parce que tout simplement au contraire de la vente de licence où on a un gros upfront, un gros chèque qu'on reçoit au départ, le défi des logiciels SaaS, donc les abonnements, que ce soit n'importe quel abonnement, c'est de faire durer l'abonnement le plus longtemps possible. Et ça, c'est un changement de mentalité parce qu'il faut revoir, par exemple, son onboarding process, c'est-à-dire l'accueil de ses nouveaux clients, et surtout les convaincre d'utiliser le produit. Et nous, on s'était vraiment pris le mur la première année parce on était resté sur l'ancienne méthode, c'est-à-dire qu'on vendait au travers de distributeurs, on n'avait pas forcément une équipe directe, et ces distributeurs donc vendaient l'outil, puis eux, ils touchaient leur marge de la première année, puis après, ils disaient, bah voilà, vous avez des formations en ligne et tout ça, et comme le produit était relativement peu cher parce que par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire, bah, ils soignaient très peu la formation, ils soignaient pas le suivi des clients, et souvent les clients au bout d'un an, bah, ils résiliaient. Et on a dû vraiment devoir revoir en vérifiant par exemple si les gens se connectaient, vérifiant si les gens avaient des problèmes techniques, devoir les aider à résoudre des problèmes techniques et les aider à les convaincre à utiliser le produit, ce qui était totalement différent, avec une équipe dédiée de Customer Success Manager, c'est-à-dire que des gens qui étaient là non seulement pour faire de l'assistance technique, mais aussi inciter les gens à utiliser le produit. Et ça, c'était véritablement une révolution qui peut paraître maintenant un peu désuète, mais quand il y a 10 ans de ça, on parlait de ça, c'était totalement différent. Donc en fait, pour faire face à ce changement qui est d'habitude, il faut expliquer pourquoi, et il faut expliquer pourquoi un business model ancien n'est plus adapté et fonctionne plus maintenant. Et ça, en fait, c'est souvent difficile parce que quand on a une poule aux œufs d'or et qu'on a un business qui marche depuis super longtemps, on a du mal en fait à comprendre pourquoi on changerait. Par exemple, en fait, si vous avez un restaurant, je reprends mon exemple de restaurant, qui fonctionne bien parce qu'il est à un super emplacement stratégique, près d'une zone touristique ou un truc comme ça, et ben en fait là, si tout d'un coup, bah, le restaurant est fermé, ça ne marche plus. Pareil aussi, c'est des changements des habitudes. Par exemple, pendant des années, qu'est-ce qu'on a vu fleurir? On a vu beaucoup fleurir en fait les boulangeries en dehors des centres-villes. C'est-à-dire qu'elles se mettaient à l'extérieur où les gens pouvaient se garer et pouvoir prendre du pain en sortie du boulot. Et donc en fait, c'est là qu'il faut expliquer puis pourquoi il y a ça, quel changement, quelle vision. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment expliquer d'abord quelle est la vision, pourquoi on doit se lever le matin. La vision, c'est ça, et la mission. La vision, c'est où on voit que le marché veut aller et pourquoi on va là-bas. Et la mission, c'est pourquoi on se lève le matin et pourquoi vous faites vos actions. Et donc, il faut expliquer ça, expliquer que cette vision, cette mission, ne change généralement pas trop, mais en tout cas que le contexte économique a changé. Et plus en fait vous serez capable d'avoir cette vision et de la donner à vos collaborateurs et à vos partenaires, à vos fournisseurs, etc., plus ça sera simple pour eux de savoir ce qu'ils doivent faire. Et donc,
c'est super important d'expliquer ça parce qu'autrement les gens en fait vont un petit peu pas comprendre pourquoi ils doivent changer leur habitude. S'ils savent pourquoi ils doivent changer, les conséquences, ça va être beaucoup plus simple de les motiver à vous suivre et à comprendre pourquoi on fait cela. Donc la vision permet vraiment à tous les collaborateurs de savoir ce qu'ils doivent faire et si c'est en face. C'est-à-dire que vous ne devez pas être tout le temps derrière les gens à leur dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, attention à ci, attention à ça. Non, si vous faites ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont être un petit peu attentifs, vont dire ah non, mais je sais pas, c'est le chef, etc. Tandis que si vous leur dites voilà, la mission, la vision, c'est ça, et pour savoir si c'est ce que vous faites est bien ou pas, repensez à ça. Et ça permet aussi aux collaborateurs de pouvoir reprendre du pouvoir. Et quand un manager ou un directeur leur dit tiens, il faut faire ça, de dire ouais, mais attention, c'est pas trop en rapport avec les missions, ce qu'on a vu au niveau de la direction. Ça leur permet en fait de reprendre un petit peu enfin, le contre-pied à des personnes qui leur disent fais comme d'habitude. Et ça, c'est important parce que s'il n'y a pas ça, les gens vont dire le boss il a dit, on exécute, etc. Or, en fait, lorsqu'on est dans une transformation digitale, une transformation d'expérience client, il faut que les gens soient moteurs, acteurs et qu'ils agissent. Autrement, une structure en fait a une résistance au changement, j'en parlais tout à l'heure, et qui fait que même si les gens sont entre guillemets convaincus ou motivés, la résistance au changement est très très dure. Souvent, le changement, d'ailleurs, on veut pour les autres et pas pour soi-même. Donc, il faut que lorsque vous faites une transformation digitale, que les outils soient adaptés et correctement intégrés à votre système d'information et à votre organisation au global. Certes, vous pouvez en fait utiliser des outils de manière totalement autonome, un logiciel de gestion de projet, etc. Mais si vous touchez pas en fait à tout le process et à tout ce qui est autour, et en fait vous aurez des difficultés. Donc si vous dites tiens voilà mon objectif c'est par exemple mieux connaître mes clients parce que il va falloir être plus proche d'eux, il va falloir plus les fidéliser, à ce moment-là en fait je vais travailler par exemple sur le CRM, sur la solution de marketing, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc il faut véritablement changer cette manière de penser et expliquer pourquoi. Donc le premier c'est ça, expliquer la vision stratégique. Deuxième chose, et c'est penser que les outils ou les méthodes s'autosuffisent, ou une formation s'autosuffit. C'est vraiment important, parce que souvent, moi, je le vois dans des projets de transformation de culture client, ou d'expérience client. On voit en fait que voilà, les gens, on va les former. Et puis, voilà, ils vont tout comprendre que le client, c'est important et que ceci, cela. Le problème, c'est qu'en fait, ça ne marchera pas parce que les gens vont, OK, avoir ce truc-là, mais déjà, ils vont se dire, mais c'est juste un beau discours. De toute façon, ce qu'on me dit là, ouais, c'est encore un délubi de la direction, c'est le nouveau dirigeant qui veut mettre sa patte. Mais en fait, moi, ce que me dit mon boss à moi, c'est de faire du business. C'est le client, c'est d'abord et avant tout un chéquier, et ce chéquier, il doit cracher. Donc voilà, il faut en fait que le dirigeant soit vraiment un chef d'orchestre, et c'est à lui en fait d'aller guider ses équipes. C'est à lui de donner l'impulsion, de donner le quotidien et d'être là dans le quotidien pour vérifier que les actions sont bien mises en place. En fait, sans la volonté du dirigeant, sans son implication, en montrant par des actes forts que les gens doivent changer, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va être trop long. Parce que les gens sont habitués à travailler d'une manière et ils vont pas changer leur habitude tout de suite. Surtout si l'entreprise n'est pas en difficulté, comme c'est le syndrome de la poule aux œufs d'or. Pour eux, ils se diront, mais pourquoi on fait ça? Ça fait des années qu'on fait. Moi, je l'ai vu, en fait, justement, c'est ce fameux éditeur de logiciels, il y a, grosso modo, allez, c'était pas il y a 10 ans, mais plutôt 15-20 ans de là, en fait, qu'on est passé sur des systèmes à abonnement en ligne, etc., ça a été vraiment une difficulté parce que les gens se disaient, mais non, mais jamais les clients vont accepter ça, c'est pas possible. Et il y a une résistance au changement qui arrive. Et en fait, il faut accepter parce qu'en fait, dans tous les projets, il y a toujours des phases simples. Le premier, c'est la phase d'annonce où tout simplement, les gens vont se dire, mais non, on va jamais mettre en place. Et là, justement, il faut expliquer, rester ferme sur sa décision. Ensuite, à un moment, c'est entendu parce que le dirigeant, il a dit, il redit qu'on va faire ça. Les gens, cette fois, ont une colère. Ils disent, mais non, mais ça marchera jamais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et là, il faut communiquer, écouter, encadrer, etc. Au bout d'un moment, les gens auront compris qu'ils n'auront pas trop le choix. Et à ce moment-là, ils vont essayer de marchander. Marchander, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut modifier ou pas. Et là, justement, il faut accepter des compromis, pas trop. Si vous faites trop de compromis, ça ne va pas aller. Et c'est pour ça souvent que il faut pas forcément dire oui, mais il faut un sponsor, il faut un manager au-dessus qui permet de dire non, non, là, on n'est pas dans le cadre, etc. Parce qu'une personne, à la force d'avoir ses freins, ses résistances, il peut être tenté de faire des compromis un peu trop forts. Il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai vécu ça dans une entreprise. En fait, c'était une entreprise qui travaillait de manière un peu traditionnelle et qui s'est dit, voilà, moi, je vais travailler avec les méthodes agiles, c'est-à-dire avec des sprints, avec des équipes qui ont vraiment des plannings serrés, etc., etc. Il y a une daily tous les jours, etc. Et en fait, il y avait vraiment une
volonté d'avoir de plus travailler en tunnel avec des longs projets qui duraient longtemps, mais vraiment avec ces méthodes de sprint. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y a eu ces réunions internes, on va faire ci, on va faire ça. Puis à un moment donné, j'ai vu en fait, il y a eu une demande qui disait, mais en fait, qu'est-ce que ça change dans mon rôle? Parce que là, j'ai un nouveau rôle maintenant, qu'est-ce que ça change pour moi? Et là, en fait, le manager lui disait, enfin le directeur lui disait, non mais t'inquiète pas, ça change rien pour toi, tu travailles toujours dans la même équipe, tu continues à faire ton boulot, il n'y a pas de souci. Et en fait, là, c'était vraiment un contre-ordre. La personne, on lui avait dit, tiens, tu vas voir, tu vas travailler en méthode agile. Et là, on lui dit, mais non, ça change rien dans ton boulot à toi. Et ça, c'était véritablement une compromission des objectifs, parce que si on veut véritablement passer cette fameuse stratégie de développement en tunnel à un mode agile, il faut changer ses méthodes de travail et sa manière de travailler. Voilà. Donc c'est justement là où quand c'est accepté, il y a cette phase de démotivation, mais à ce moment-là, quand on met en place, il y a l'adaptation, et ben en fait, il faut valoriser les premiers pas, fêter des petites victoires, etc., etc. Et en fait, quand on est en mode déploiement, par contre, ben, c'est l'amélioration continue. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer la difficulté d'une transformation interne, quel que soit le projet de logiciel, projet de culture, etc., etc. En fait, c'est vraiment le dirigeant qui doit être là pour convaincre, expliquer et surtout avoir des succès rapides. Et il faut communiquer sur ses premières victoires et récompenser les éléments moteurs. Parce qu'en fait, vous aurez toujours dans une entreprise, on va dire, allez 5-10% de gens qui sont vraiment moteurs. Vous aurez, allez, 5-10%, voire 20% de gens qui sont vraiment freins et qui disent, bah non, mais c'est nul ce qu'on fait. Puis vous avez toute cette masse des autres personnes qui suivent un peu le mouvement. Et donc, le but, c'est vraiment de vous baser sur ce noyau de personnes qui sont positives et pas essayer en fait de mettre en avant ce qui va pas bien, mais mettez en avant ce que les gens font de bien. Ce n'est jamais le bâton qui fonctionne dans ces cas-là, c'est la carotte. C'est montrer, communiquer positivement. Par exemple, via une newsletter interne, des petits déjeuners, des déjeuners individuels avec les managers, les opérationnels. Il faut absolument aussi qu'il y ait des relais transformation digitale, et des comités interservices transformation digitale pour en fait faire en sorte que ça soit pas juste une personne qui porte le projet. Voilà. Ne stigmatisez pas les personnes à la traîne, hein, ne sanctionnez pas forcément les réfractaires, en tout cas pas tout de suite. Il est important plutôt de mettre en avant les bonnes pratiques et valoriser les gens qui font bien les choses. Voilà. Et pour cela, il faut deux types d'actions. Des quick wins, c'est-à-dire des petites améliorations rapides, comme par exemple un petit logiciel simple qui va changer les choses et qui montre qu'il y a un moment, et puis des changements de fonds qui nécessitent vraiment plutôt des gros investissements, comme par exemple un CRM, un ERP, former les gens, recruter une personne qui sera chargée de piloter les projets de transformation digitale, etc., etc. Voilà. Il faut vraiment se baser sur cet aspect dynamique des gens qui sont moteurs. Troisième point, c'est mettre le client au centre. Alors c'est vrai que souvent en fait quand on travaille sur des projets de transformation digitale ou d'expérience client ou d'expérience collaborateur, les gens ont un peu tendance au départ à penser directement à aider le client. Puis assez rapidement, ça passe plutôt à bah tiens, comment on peut aider à faciliter notre travail, comment on peut aider à, par exemple, j'ai déjà vu le cas, tiens, il faut que nos clients, quand ils arrivent dans nos locaux, ils soient un peu plus accueillis, on va leur mettre une machine à café, on va leur mettre un écran qui montre ceci, cela. Bon, c'est vrai que c'est bien, c'est sympa, mais en fait, ça va pas non plus avoir un impact majeur sur le chiffre d'affaires. Sauf si votre hall d'accueil de votre siège d'entreprise, c'est là que défilent tous vos clients. Mais en fait, il faut qu'il y ait véritablement un aspect business. Euh, Certes, par exemple, ça peut être, je l'ai déjà vu, des solutions de gestion de ressources humaines avec un portail pour simplifier la prise de congé, les notes de frais, etc., etc. Dans dans une optique où on se dit ah tiens, bah, on va travailler l'agilité. Mais en fait, le problème c'est que si vous faites ça, vous allez certes travailler l'agilité, ça pas trop mal pour le modèle, enfin le moral des gens, et puis ouais, votre business model c'est un peu plus agile, mais en fait ça va pas avoir un impact majeur. Il faut que vous ayez à chaque fois des priorités en disant quel va être l'impact sur le chiffre d'affaires, les économies de charge, le gain de temps et l'amélioration de l'expérience client. Et pour cela, en fait, ça doit forcément travailler sur tout ce qui est achat, maintenance, formation, mise en place, paramétrage, etc., etc. Donc en fait, vous devez toujours mettre en place une petite matrice, bénéfice, coût, mise en place avec des notes de 1 à 10, ce qui vous permet de savoir en fait quelle va être la solution la plus importante. Par exemple, si on peut se dire, tiens, je vais mettre en place une solution de CRM, à ce moment-là, en fait, quel va être l'impact sur les bénéfices concrets. On peut noter par exemple une note de 7 parce que tout le monde va être plus efficace. Le coût, par contre, il va être un petit peu important, c'est de 6. Et la mise en place, finalement, ça va être un petit peu compliqué, j'ai 3. Donc j'arrive à une note de 16 sur 30.
Par contre, il peut y avoir des quick wins, comme par exemple, tiens, je veux améliorer la transformation digitale de mon entreprise, donc j'abandonne uniquement le téléphone traditionnel et je vais mettre un chat sur le site internet. Le bénéfice et l'impact, par exemple, ça va être 6, parce qu'en fait, on va pouvoir directement améliorer la conversion du site web. Le coût, il est très faible, donc c'est 8. La mise en place va être super facile, donc ça va être 8. Et donc, en fait, on a un coût de 22 sur 30. Donc, c'est une petite amélioration. Après, vous pouvez dire, bah, tiens, nommer quelqu'un qui va être directeur de la transformation digitale. Donc, le bénéfice impact, ça va être 9. Le coût, par contre, bah, il va être cher, donc ça va être 6. Et la mise en place, finalement, ça va être simple une fois que c'est mis en place. Bah, le coût, la note de ce projet est de 23. Donc, on va dire, bah, on va plutôt mettre en place ce directeur ou ce chef de projet de la transformation digitale. Et donc, c'est vraiment un système d'amélioration continue où on va identifier des problèmes, lister des solutions, prioriser des idées, tester rapidement les idées et ensuite voir si ça marche ou pas. Voilà. Alors attention aussi à pas trop rester dans le court terme. Le problème souvent qu'on retrouve dans pas mal d'organisations, c'est qu'en fait, on pose beaucoup au court terme et en fait, les gens ont un peu peur de faire des transformations de fond. La culture entreprise, personnaliser la relation client, aller au-delà de ce qu'on fait maintenant, mais vraiment faire une transformation. Et en fait, c'est la seule manière qu'on peut y arriver. Et donc en fait, il faut véritablement, aller travailler sur des chantiers de fond. Chantier de fond. Et là, en fait, il faut vraiment oser faire des gros changements et bien sûr, il ne faut pas les faire n'importe comment et bien réfléchir, mais il faut vraiment oser remettre en cause des business models. Parfois, il faudra plutôt travailler sur des pilotes à côté, sur des équipes dédiées et demander du volontariat que en fait de repartir sur toute l'organisation qui devra changer dès le départ. Voilà. Par exemple, c'est ce qu'on fait, par exemple, des gens comme Soch, comme SFR by Red. En fait, comme ils devaient mettre en place un système de téléphonie low cost, avec des coûts low cost, avec de la vente sur Internet, etc., etc., mais ils n'étaient pas capables, en fait, de le vendre avec la structure habituelle où il y a des process, des comités, des directeurs, etc., etc. Et donc, ils préfèrent mettre ça au travers d'organisations à part, qui sont beaucoup plus autonomes, qui sont beaucoup plus agiles et qui permettent, en fait, d'aller mettre en place ces projets de manière beaucoup plus rapide. Quatrième point, c'est oublier de mettre l'humain au cœur de l'entreprise et de la transformation digitale ou culture client. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui arrive trop souvent parce qu'en fait, on se dit, bah, transformation digitale, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est utiliser des outils. Et ben en fait, on va par exemple utiliser, comme je disais, du chat pour dire, ben on va faire du chat, on va faire de la FAQ. Ça aussi, je vois souvent. On va masquer le numéro de téléphone et on va mettre plutôt de la FAQ. On va essayer de faire en sorte que les clients se débrouillent tout seuls. On va mettre en fait du chatbot ou alors on va faire du social selling, mais on va mettre sur LinkedIn des publications un peu trop promotionnelles. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on va rester encore très corporate, on va rester encore sur quelque chose qui est superficiel, on va essayer de refaire un peu les choses. Alors qu'au contraire, en fait, il faut changer les choses et changer sa manière de faire. Je parlais tout à l'heure du chat live le site internet, et ben en fait, on va pas faire du chat live comme on fait du téléphone, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les agents qui sont capables de faire de l'écrit, parce que dans un centre de contact, c'est assez rare, des gens qui sont bons à l'écrit comme à l'oral. Si nécessaire, on les fait monter en compétences sur l'orthographe et la grammaire, on les forme sur les outils, on propose des modèles de réponse, on met en place des process, par exemple des SLA, je réponds en temps d'heure, on a des modèles de conversation, et on vérifie après que la satisfaction apporte bien son retour, et on essaie d'identifier les dysfonctionnements. Donc on ne va pas juste se dire je fais ça et je mets l'outil, non, on va former, on va accompagner les équipes. C'est important parce qu'il faut qu'il y ait cette transformation au travers des personnes et les aider à se transformer. Les gens, ils peuvent avoir peur. Ils peuvent avoir peur de ce nouveau métier. Si vous dites, bah voilà, on va mettre en place un chat en live sur le site internet, et quand vous avez 5-6 personnes au service client, on se dit, oh là là, moi je suis pas bon en orthographe, qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, j'ai pas envie de faire le chat, et puis là, ils vont se dire, oh putain, je vais me mettre en arrêt de travail, etc. Il faut leur dire, non, non, mais vous inquiétez pas, on y va tranquillement, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous former, vous allez être accompagné, voilà, il y a un consultant, il y a un formateur qui est là pour vous aider, etc. Et bien entendu, aussi une bonne manière de faire passer les choses, c'est la méthode du crapaud dans la casserole d'eau chaude. C'est-à-dire que si vous mettez un crapaud directement dans une casserole d'eau bouillante, ben, le crapaud, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir et il va essayer de s'échapper parce qu'il aura été brûlé. Tandis que si vous mettez un crapaud dans une casserole d'eau froide et que vous augmentez
petit à petit de la température, bah, le crapaud se dira: «Ah, c'est un petit peu chaud, ah, c'est encore un petit peu chaud», puis à la fin, il sera en train de griller, puis il sera mort depuis longtemps. Donc bien sûr, c'est une image, je vous incite pas à traiter vos salariés de crapauds ou tout ça, mais c'est pour vous dire que si vous dites petit à petit on change les choses, c'est beaucoup plus efficace que faire une rupture. C'est comme par exemple quand vous avez des fils ou des filles, comme moi j'ai 2 filles, et qui vous dites: «Oh, on aimerait bien avoir un chat», et à ce moment-là, vous dites: «Non, non, jamais de chat chez moi», et puis quand ils arrivent avec un chat, ils vous disent: «Ah regarde, on nous a eu un petit chat, est-ce qu'on pourrait le garder juste une semaine? C'est moi qui vais m'en occuper», tout ça, et finalement, on dit: «Non, non, mais je veux pas», «Mais si, c'est moi qui m'en occuperai, je ferai ci, je fais ça», bla et au final, bah, vous dites: «OK, mais juste une semaine», et finalement le chat, il est là, 2 ans plus tard, c'est vous qui, êtes chargé de vider les caisses de caca et cetera. Donc en fait, c'est, comme ça, proposer simplement un truc sans risque. On essaye juste une semaine pour voir, voilà. Donc c'est important de faire ça, et donc vous pouvez aussi, identifier des digital champions. Qu'est-ce que c'est des digital champions? C'est-à-dire que des gens qui sont à titre personnel ou professionnel, qui ont déjà une mentalité comme ça de changement, qui veulent faire bouger les choses, et hésitez pas à vous, baser sur ces personnes-là, en particulier s'ils sont là dans l'entreprise depuis très longtemps, et vous pouvez les nommer comme ça. Eux, ça leur changera la vie, ça leur donnera des responsabilités, et de changer de simple, conseiller au téléphone à quelqu'un qui est là pour faire la transformation digitale, la transformation numérique, l'expérience client. Tout de suite, ça va les valoriser, ils vont vraiment être boostés sur le, euh, le projet, et puis que tout le monde doit être vraiment voilà, conscient qu'il est acteur de cette transformation digitale. Parce que c'est cette fameuse peur de pas le faire, de pas savoir ce qu'on doit faire. Donc par exemple, vous pouvez mettre en place une Digital Academy avec des formations génériques ou spécifiques. Encore une fois, là aussi, il faudra entre guillemets imposer aussi un petit peu les choses. C'est-à-dire que si vous avez une formation en ligne et que bah, personne s'y connecte, ben, vous pouvez par exemple dire bah voilà, il y a une prime, il y a un bonus ou un truc comme ça aux gens qui viennent. Après, plus tard, vous pourrez faire aussi une sanction en disant tiens, les gens qui n'ont pas une note supérieure à X pour par exemple un examen sur tel domaine, sur la transformation client ou je ne sais quoi, bah, ils n'auront pas une prime ou un bonus. Mais ça, c'est au départ, il ne faut pas le faire. Il faut être vraiment dans la psychologie positive. Alors, également, attention, je vous disais tout à l'heure qu'il faut nommer un monsieur transformation digitale ou un monsieur transformation culture client. Ça, c'est vraiment important. Mais attention, parce que nommer comme ça une personne qui sera l'unique responsable de la transformation digitale ou de la transformation expérience client, ça va en fait souvent déresponsabiliser les opérationnels. C'est-à-dire que les gens vont dire non, mais c'est pas moi. Si tu as un truc d'expérience client, va voir telle personne. Alors que ça doit être l'affaire de tous. Donc en fait, c'est important qu'ils s'impliquent. Et pour cela, en fait, donc, c'est ces fameux comités, ce monsieur, madame, expérience client ou transformation digitale dans chacun des services, le fait qu'ils se réunissent, qu'ils soient un petit groupe, qu'ils puissent se réunir aussi en off-site, c'est-à-dire en dehors de l'entreprise. Et ça, c'est important. Marquer le moment. Et j'y vais revenir jusqu'après, créer un moment qui fera qu'il y aura un avant-après. Voilà. Et donc, passer un petit peu en revue des gens qui peuvent être justement vos défenseurs et les avocats du projet. Et voilà, c'est vraiment important d'expliquer là-dessus pourquoi vous le faites. Donc, essayez donc d'inciter les gens à faire les choses, et surtout inciter les gens à tester, tester, tester. Une transformation digitale, une transformation culture client imposera forcément de se tromper, de faire des erreurs. Il faut donc qu'il y ait un droit à l'erreur, que l'erreur ne soit pas punie, mais qu'elle soit source de progression. Dernier point, et je vous dirais, c'est créer un moment de vérité. Une transformation digitale, une transformation culture client doit se faire avec un avant-après. C'est pas juste un discours qui est fait et voilà, ou un email qui est envoyé. Non, dans le livre, en fait, ces moments qui comptent, en fait, il faut qu'il y ait une rupture. Une rupture, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire en fait que les gens doivent comprendre qu'il s'est passé quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose et que c'est pas juste des beaux discours. Et souvent, en fait, il y a quatre choses importantes. C'est la partie élévation, donc c'est-à-dire réunir des personnes en dehors de leur lieu habituel en disant voilà, tiens, il y a quelque chose qui change. C'est pas comme d'habitude. Par exemple, vous pouvez louer une petite salle de réunion en dehors de l'entreprise si vous êtes un petit groupe, ou vous pouvez les inviter dans même une salle d'hôtel si vous voyez. Mais en tout cas, il faut que se dise tiens, il y a un truc qui se passe, c'est l'élévation. Ensuite, c'est la révélation, c'est expliquer pourquoi il y a ce changement, l'impact de ne rien faire, si possible en racontant une histoire pour favoriser la compréhension et l'adoption.
Ensuite, il y a la partie connexion. Connexion, c'est faire participer les personnes via un discours, des présentations, un comité qui travaille en direct, des idées qui sont faites dans la journée pour obtenir les premières solutions. Et ça va permettre de dire, ah ok, il y a vraiment quelque chose, on entraîne une dynamique. Et ensuite, c'est la prolongation avec des actions concrètes. Et bien, se dire, voilà, il y a quelque chose de derrière, avec un plan d'action, voilà qui est le responsable, voilà qui est le pilote, et voilà ce qu'il faut mettre en place. Voilà. Et parfois, en fait, ces transformations peuvent être matérialisées aussi par des choses importantes comme un changement de logo, un nouveau site web, une nouvelle organisation, des nouveaux titres, un nouveau métier et des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment important que ça soit du concret, que ce soit pas juste un coup de peinture, qui se disent, ouais, non, c'est encore une lubie de la direction. Voilà. Et donc, cette amélioration continue aussi doit être importante, c'est-à-dire qu'on met en place ce programme, on lance des choses, mais après, on utilise après l'amélioration continue et des groupes réguliers pour savoir ce qui se passe. Sur cette partie-là, il faut également aussi travailler sur cette transformation digitale ou cette transformation expérience client sur 3 choses. Un, déjà, il y a ce qu'on appelle les puits. Les puits, qu'est-ce que c'est? C'est des moments, enfin, c'est des moments du parcours client qui sont très négatifs. C'est-à-dire des choses qui se passent très mal. Et bien sûr, au début, il faut essayer de corriger ces trucs-là. Le problème après, c'est que souvent, en fait, quand on a des process comme ça, c'est que les gens commencent par un truc fort. Par exemple, tiens, je vais mettre en place un CRM ou changer de RP ou faire ceci, cela. Puis après, en fait, ils vont sur des projets où ils vont résoudre des petits problèmes. C'est-à-dire qu'ils ont résolu le gros puits, le gros problème, un puits sans fond qui était vraiment un gros facteur de blocage, d'insatisfaction et tout ça. Puis après, ils disent, bon, tiens, quels sont les autres trucs d'insatisfaction? Et là, cette fois, on va aller combler des puits un peu plus faibles, voire des nids de poules qui sont beaucoup plus faibles, alors que en fait, finalement, ça va pas avoir un impact hyper important sur la transformation digitale de l'expérience client ou le chiffre d'affaires. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller travailler sur des moments. C'est-à-dire qu'on va créer un effet waouh. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que ce moment particulier, qui est un moment de vérité, ne soit pas juste un moment classique, mais qu'on va essayer de faire quelque chose qui va être totalement différent pour le client. Et ça, ce livre, Ces moments qui comptent, qui a été écrit par Chip Heath et Dan Heath, c'est vraiment un excellent livre parce que ça va vous expliquer comment faire ça. Moi, je vous donne un exemple. Pour mon livre, en fait, le gros hacking, lorsque l'on l'achète en direct chez moi sur mon site internet, conseilmarketing.com, ce qui se passe, c'est que vous commandez le livre et en fait, vous avez donc une formation vidéo derrière. Mais quand vous recevez le bouquin, moi, en fait, qu'est-ce que je fais? Au lieu de faire comme avant, où j'envoyais en fait le bouquin avec une petite dédicace, voilà, j'envoyais ça dans une enveloppe marron craft et voilà, c'était parti mon kiki. Je me suis dit, mais comment faire pour que le moment où la personne va recevoir son bouquin devienne un moment waouh? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi à quelque chose qui pouvait être inclus dans mes process habituels parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit complètement en dehors, autrement c'est trop compliqué. Et l'autre point, je ne voulais pas non plus que ce soit quelque chose qui coûte cher parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose qui est complètement disproportionné au niveau du coût. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis dit, Fred, réfléchis à comment faire un moment waouh de la réception de ton livre. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'était très simple, c'est que j'ai acheté en fait tout d'abord une enveloppe dorée à bulles, qui fait que quand les gens reçoivent cette enveloppe dorée à bulles, waouh, et ben en fait ils se disent mais c'est quoi ce truc là? Et le facteur ou les enfants disent mais c'est quoi ce cadeau que tu as reçu? C'est quoi ce truc là? Et donc en fait voilà les gens se disent mais c'est quoi ça? Si vous allez voilà vous tapez growth hacking, livre growth hacking et vous tapez conseil marketing, bah, vous verrez qu'en fait lorsque l'on reçoit un livre auparavant, la version 1 du livre, bah, c'était le livre papier comme ça qu'on recevait. Et maintenant, en fait, c'est pas juste le livre papier qu'on reçoit, mais en fait, on reçoit véritablement une enveloppe dorée. Ensuite, à l'intérieur, il y a un petit mot. Il y a des petits autocollants de pirates que j'ai mis moi-même, au début j'avais piqué à ma fille et maintenant je les achète moi-même, de petits autocollants parce que le gros hacking c'est la méthode des pirates. Ensuite, à l'intérieur, il y a un marque-page avec un commentaire en fait et un conseil souvent que je fais inédit. Alors malheureusement, je peux pas le personnaliser à chaque fois parce que c'est trop compliqué. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je mets quand même un petit conseil, soit original, soit quelque chose que je viens de voir, quelque chose d'intéressant. Voilà. Et donc en fait, cette petite enveloppe dorée existe, ce petit marque-page avec un conseil avec aussi des petits stickers et sur l'enveloppe également, j'ai mis tout simplement un autocollant que j'imprime moi-même avec qui est marqué cadeau. Et donc en fait, ce petit autocollant, je l'imprime en fait sur le site de la Poste. Et en fait, les gens se disent mais c'est quoi ce truc-là? Et donc ils voient cette enveloppe dorée, ils ouvrent le truc, ils voient cette petite dédicace avec le prénom, ils voient ces petits autocollants, ils voient ce marque-page, ils disent ah waouh, super sympa. Et ensuite après derrière, bah, ils ont un accès à
à un espace privé. Et dans cet espace privé, après, ils reçoivent un certain nombre de messages parce qu'ils ont donné leurs coordonnées. Et en fait, ils ont après des emails qui leur sont envoyés régulièrement. Il y a même une enquête de satisfaction pour déterminer en fait ce que pensent les gens. Et vous voyez, cette démarche n'a pas été faite tout de suite. Au début, en fait, j'étais parti sur une enveloppe marron classique. J'ai commencé à faire ce marque-page. Et puis après, je me suis dit, mais Fred, comment tu peux aller plus loin? Donc, c'est vraiment un process d'amélioration continue et se dire en fait que ce process d'amélioration et de transformation digitale, c'est pas quelque chose qui se fait en une seconde, c'est pas ce qui se fait tout de suite, mais c'est véritablement un voyage. Je dis toujours que la transformation digitale, la transformation culture client, c'est une bonne direction. On a l'impulsion, on a la direction, on a la vision, mais en fait, il faut avancer, avancer et tout de suite et encore continuer. Voilà. J'espère que ce petit discours et ces idées vous auront aidé et vous auront donné justement des clés pour améliorer chez vous aussi l'expérience client, faire une transformation digitale. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire sur ce que vous avez pensé. Des conseils, des astuces, qu'est-ce qui vous paraît pertinent, pas pertinent, etc. Je suis toujours preneur de ça et ça me fera vraiment plaisir de pouvoir les consulter sur le site. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Puis si bien sûr vous voulez obtenir le livre dédicacé Le Gros Hacking, où j'aborde une petite partie de cette partie expérience client, n'hésitez pas, vous allez sur le site conseilmarketing.com et vous achetez le livre Gros Hacking avec donc le livre et la formation vidéo pour le prix de 60 euros. Allez, à bientôt, ciao.